Je pourrais vous parler de cette guerre qui ravageait notre monde, de cette société tout entière qui s'est éteinte du jour au lendemain, de la pénurie de ressources primaires comme l'eau ou le pétrole. Le monde a éteint sa lumière de la même façon qu'il est apparu, et puis le sable est arrivé, s'insinuant partout, profitant de la moindre occasion pour brûler tout ce qui restait sur place. Ce qu'étaient autrefois des océans sont aujourd'hui des plaines arides. Ce qu'étaient autrefois des villes sont aujourd'hui d'immenses cimetières. Ce qu'était autrefois l'homme est aujourd'hui un simple animal guidé par l'instinct de la folie. Vous pouvez tenter de le fuir ou de le dénigrer, mais ce monde vous rattrapera et vous crachera sa haine en plein visage. Salut tout le monde, c'est Exonar, et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Mad Max. Won't somebody tell me an answer if you can? I want someone to tell me what is the soul of a man? J'aime l'univers de Mad Max. Ce qui est paradoxal, c'est que je n'aime pas forcément les films, mais ce qui est sûr, c'est que cette ambiance me plaît. Un univers parti en fumée pour des raisons plus ou moins connues. On parle de guerre, de maladies, de réchauffement climatique, de la disparition de l'eau, mais dans le fond, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne reste rien. Presque rien. L'amour, l'espoir, la compassion, la fraternité, tout ça ne fait plus partie de ce monde. Les seules ressources encore présentes sont de vulgaires morceaux de ferraille représentant les vestiges d'une lointaine civilisation. Et cette ferraille, rongée par la chaleur du soleil, est aujourd'hui le nerf de la guerre pour les rares survivants, puisqu'elle leur a permis de construire de véritables forteresses et des véhicules meurtriers pour semer le chaos sur tous les territoires. Pour survivre, vous avez le choix entre rejoindre des sectes de fanatiques pour attaquer les plus faibles, ou bien alors vous survivez à la manière de Max, errant sans but dans les terres désolées à la recherche d'une réponse. Max a perdu sa femme, sa fille, son esprit, son équilibre, et tellement de choses encore. À chaque fois que Max tente de se reconstruire, il tombe encore plus bas. Il en a presque perdu la raison. Mais Max a un ultime objectif, trouver l'entrée des plaines du silence. Un endroit calme, loin de toute la souffrance qu'il a pu endurer. Et peu importe si un tel endroit existe, cette simple idée est suffisante pour qu'il ait encore la force de tenir sur ses jambes et assez de puissance dans les bras pour frapper toujours plus brutalement les obstacles qui lui barrent la route. Au début du jeu, Max perd tout, encore une fois. Tout son matériel, la seule photo de sa femme et sa fille, mais surtout son véhicule fétiche, sa machine noire comme il aime l'appeler. Ce véhicule n'est pas qu'un simple moyen de locomotion pour lui, il incarne la seule chose qui l'empêche de sombrer dans la folie. C'est alors qu'il doit repartir à zéro, encore une fois. Il tombe sur un chien errant qui l'aide à retrouver du matériel nécessaire pour sa propre survie, et le guide tout droit vers un étrange individu nommé Chumbucket. Chumbucket est un personnage détruit par les conditions de vie de ce monde. Il est physiquement déformé, psychologiquement à l'ouest, mais c'est comme s'il attendait Max depuis des années. Il le considère comme l'élu. Sa proposition est simple, aider Max à construire un nouveau véhicule bien plus impressionnant que sa machine noire. Max voit en lui une opportunité de reprendre sa route vers les plaines du silence. Chumbucket est incollable sur la mécanique, et Max est un des meilleurs pilotes au monde. Ça y est, Max a retrouvé un but, et le joueur peut enfin découvrir cet univers manette en main. Quel univers incroyable! Franchement, la map est le point positif du jeu. Elle est non seulement très vaste, très variée, et d'une beauté à couper le souffle qui plus est pour un jeu sorti en 2015. La force de la carte de Mad Max est sa capacité à donner envie aux joueurs de l'explorer de fond en comble. C'est difficile d'aller chercher de l'intérêt chez le joueur quand ton terrain de jeu n'est qu'une grande étendue désertique. Et pourtant ici, les développeurs d'Avalanche Studio ont mis le paquet sur la diversité et la cohérence des environnements. Comment ils ont fait? Ils ont réussi à nous raconter une histoire sur chaque lieu que l'on traverse. Cet univers est détruit, mais on y devine encore ce qu'il y avait avant la chute. Si l'on prend exemple sur le désert blanc, on prend conscience que ce désert était autrefois un océan. On le remarque par la présence de nombreuses épaves de bateaux aujourd'hui ensevelies dans le sable, mais aussi par le dépôt de sel qui a séché à la surface, donnant l'impression que certains endroits sont recouverts de neige. La zone du Colosse est elle aussi recouverte d'eau, mais fait aujourd'hui office de grands canyons remplis de crevasses et grottes en tout genre, où l'on peut se perdre facilement, tandis que la zone des gueules noires est un lieu imbibé de pétrole desséché, donnant une couleur noire au sable, ressemblant presque à des marécages à certains endroits. C'est marrant aussi de voir comment les survivants ont peuplé les lieux. Ils ont profité des épaves de bateaux pour construire des forteresses, et c'est dingue la manière dont ils ont été conçus. Faites l'expérience de contempler l'architecture des différents camps, et vous vous rendrez compte de tout le travail qui a été effectué sur la reproduction de ceux-ci.
On y croit cet univers, mais le plus impressionnant, c'est quand on retourne vers une zone que l'on a déjà explorée. Revenez sur vos pas et vous allez vous apercevoir que quelque chose est différent, que l'ambiance n'est pas tout à fait la même que lors de vos précédentes explorations. Pourtant vous avez déjà arpenté cette partie de la carte de fond en comble, mais rien à faire, quelque chose a changé. Et ça, c'est grâce à deux systèmes très poussés, le système météo et le cycle jour-nuit. La météo évolue constamment et parvient à offrir aux joueurs une excellente immersion lors des sessions d'exploration. Non seulement elle est variée, avec des temps clairs, brumeux, des bourrasques de vent, mais c'est surtout la transition des différents cycles qui est bien fichue. On passe pas du beau temps à une tempête en une fraction de seconde, non. Le jeu prend le temps de nous faire apprécier ces changements petit à petit, et c'est exactement pareil pour le cycle jour-nuit. Contrairement à d'autres jeux où le cycle est souvent bien trop rapide avec des transitions trop prononcées, ici les journées sont longues, les nuits le sont tout autant, et les levées et couchers de soleil prennent le temps d'être appréciés. Ça paraît bête et c'est qu'un détail, mais on y gagne en immersion. Alors entre la diversité des décors, la météo ultra variée et un cycle jour-nuit qui change radicalement l'ambiance à chaque fois, on se retrouve avec un sentiment d'émerveillement qui dure avec le temps, même après plusieurs dizaines d'heures de jeu au compteur. Et quand vous pensez avoir tout vu, vous n'êtes clairement pas prêt pour la suite. Elles peuvent intervenir à n'importe quel moment, lors d'une mission, lors de la prise d'un avant-poste, ou bien simplement lors de vos sessions d'exploration dans le monde. Les tempêtes de sable sont hallucinantes de réalisation. Le sound design est dingue, et visuellement ça déchire. C'est alors que votre visibilité va en prendre un coup et que les débris ensevelis sous le sable deviennent de véritables lames de rasoir car propulsés à toute vitesse par la force du vent. La foudre peut elle aussi vous tomber dessus, causant d'importants dégâts à votre véhicule, mais aussi à Max. Et c'est ça qui est cool, les tempêtes sont un véritable danger, c'est pas seulement visuel, elles ont un réel impact sur le gameplay. Alors, quand on voit une tempête arriver au loin, ça va, on peut gérer et se mettre à l'abri avant qu'elle n'arrive. Mais quand vous êtes concentré à attaquer un convoi ennemi et que la tempête se déclenche au même moment sans avoir vu quoi que ce soit arriver, ça crée des moments absolument épiques. Et c'est précisément sur ce genre de moment que le jeu est à son meilleur. Alors, c'est vous qui voyez, hein. Soit vous restez à l'abri et attendez que la tempête se calme, ou alors vous prenez votre courage à deux mains et tentez de l'affronter pour mettre la main sur d'importants stocks de ferraille qui ne sont présents que lors des tempêtes. C'est à vous de voir. Regardez-moi ça. Ce paysage, cette ambiance. Ce monde hostile qui n'attend qu'à être parcouru par vous, le joueur. Ça donne envie, pas vrai? Mais comme beaucoup de gens en monde ouvert, vous savez ce qui ne tient pas la route. Une fois de plus, Mad Max tombe dans le piège d'une carte absolument remplie d'objectifs pour la plupart inintéressants, ou alors bien trop répétitifs. Et là on parle pas de quelques objectifs ici et là, hein, non. La carte en est infestée. Infestée de camps à démanteler, infestée de collectibles à récupérer, infestée de totems et de tours de sniper à détruire, et le clou du spectacle, les fameuses tours Ubisoft sont bien présentes. Bon là c'est des ballons, c'est pas des tours, mais le principe est le même. Et pour couronner le tout, toutes les missions sont marquées sur la carte, hein, histoire de bien casser le principe d'exploration. Je ne le dirai jamais assez, mais quel dommage d'avoir des jeux en monde ouvert avec de tels potentiels comme Mad Max, avec un taf immense sur la création du monde, et pourtant si peu d'originalité dans les objectifs. Et là on peut même pas se rabattre sur la quête principale, car celle-ci est scénaristiquement très pauvre. Mais heureusement, il y a un élément qui sauve l'entièreté du jeu. Un élément qui va vous pousser à aller faire toutes ces activités, même si vous en avez pas envie. Et cet élément, c'est votre voiture. La voiture, c'est le cœur du jeu. Tout tourne autour d'elle. Le scénario, le gameplay, la progression, l'exploration, les combats. La voiture de Max est omniprésente et fort heureusement, c'est une réussite totale. Après vous êtes fait embarquer votre ancienne voiture au début du jeu, vous allez rapidement mettre la main sur une autre. Enfin, si on peut appeler ça une voiture, hein. Chumbucket vous en a gardé une bien au chaud en attendant votre venue, mais elle est dans un état déplorable. La vitesse de pointe est ridicule, le maniement est dégueulasse, le moteur est à peine plus puissant qu'une machine à café bon marché, et la carrosserie n'est même pas fixée. Mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas.
Un potentiel de customisation dingue aux commandes d'un conducteur hors pair. C'est alors que vous allez débuter votre chasse à la ferraille. La ferraille, c'est l'ouverture à l'amélioration de votre voiture. Et l'amélioration de votre voiture, c'est un ticket pour atteindre les plaines du silence. Plus vous allez jouer, plus votre véhicule va avoir de l'allure, et alors là, pour les fous de la customisation que vous êtes, vous allez être largement servi. Tout est améliorable. Du moteur, en passant par les roues, le blindage, la nitro, les pics anti-abordage, le style de carrosserie, la couleur, les ornements, et j'en passe. C'est simple, la voiture est votre point d'ancrage dans le jeu. Vous allez jouer pour elle et pour rien d'autre. Parce qu'au-delà de l'aspect customisation, la sensation de conduite est juste grisante. Quel plaisir de dévaler les régions à bord de votre véhicule. Le maniement est génial, les sensations de vitesse aussi, et les combats contre d'autres voitures sont survoltés avec de multiples façons de les attaquer. L'utilisation du harpon est intelligemment intégrée, et chaque amélioration ouvre de nouvelles perspectives de gameplay qui évoluent tout au long du jeu. La conduite demande un temps d'adaptation, mais dès que vous la prendrez bien en main, elle deviendra votre meilleure amie. Et on revient au sujet précédent. Oui, vous allez faire vos activités annexes inintéressantes, car elles gagnent en intérêt quand elles sont faites avec la voiture. Malheureusement, on ne peut pas faire autant d'éloges sur le gameplay à pied. Max est très limité sur les mouvements qu'il peut faire, ce qui rend la jouabilité très lourde et finalement trop basique. Mais le plus frustrant est le fait que l'on ne puisse pas grimper là où on veut, mais seulement là où les développeurs l'ont prévu. Alors oui, on a un bouton pour activer le saut, mais comme vous pouvez le voir, le saut est pour la plupart du temps inefficace et ne permet pas d'atteindre certains endroits qui auraient pu être accessibles sur un autre jeu. Là par exemple, je suis dans l'incapacité de franchir cet obstacle. Max ne saute pas assez haut, ni assez loin, du coup on se retrouve bien trop souvent limité lors de nos escapades à pied. Pareil pour le système de visée avec une arme, impossible de bouger quand on vise, et on peut à peine bouger la caméra. Bref, c'est frustrant. Tandis que le combat au corps à corps, je vous laisse en juger par vous-même. En un mot, brutalité. En deux mots, violence extrême. Max ne donne pas de coups de poing, non, il éclate littéralement tous les organes de ses adversaires, un par un. Les combats sont d'une fureur absolument jouissive. Pourtant, la jouabilité est simple, on frappe, on bloque, on esquive de la manière d'un Batman Arkham par exemple, mais la sensation est tellement dingue que les combats en deviennent très réussis. Heureusement, le gameplay évolue petit à petit avec un système de compétences plutôt sympa. On peut faire apprendre à Max de nouvelles techniques et lui fabriquer du matériel plus puissant comme des poids américains et diverses protections pour sa tenue. Les différents campements comme le camp de G2 de Gutgash peuvent aussi vous aider à vous développer. Plus vous prendrez soin des survivants d'un camp, en leur apportant de la ferraille ou en leur construisant divers projets, plus les camps vont s'améliorer, et vous remercieront en vous offrant du nouveau matos et des ressources, comme des munitions supplémentaires, de l'essence, des réserves d'eau et j'en passe. Mais encore faut-il gagner leur confiance, mais ça, c'est pas gagné. Vous savez ce qui aurait été cool ? Des éléments de survie plus prononcés. Alors, il y en a un, comme la jauge de soif, avec une gourde que vous devez remplir pour vous restituer de la santé. C'est une bonne idée, mais les sources d'eau sont bien trop nombreuses, et sont parfois même directement marquées sur la carte. Pareil pour la jauge d'essence, en 20 heures, je n'ai pas eu besoin de faire le plein, déjà parce que la voiture en consomme trop peu, mais surtout parce que les camps vous la remplissent automatiquement. Et c'est dommage, avoir peur de manquer d'essence aurait rajouté du challenge et de l'immersion. Vous pouvez aussi vous nourrir, et alors là, accrochez votre estomac, parce que dans le monde de Mad Max, on mange ce qu'on trouve. Si vous ne voulez pas vous lancer dans une carrière de cannibalisme, vous n'avez pas intérêt à faire le difficile. Dans le meilleur des cas, des boîtes de conserve de pâté pour chiens feront l'affaire, mais parfois pour se nourrir, faut se salir les mains. Oui, Max est en train de manger des asticots qui eux-mêmes sont en train de bouffer la chair d'un cadavre. Bon appétit. Ouais, le jeu est bien dégueulasse à certains moments, mais ça colle parfaitement à l'ambiance voulue. Il est pas rare de voir un tas de corps pendus ou démembrés, voire même accrochés les uns sur les autres pour former une espèce de tour pour terroriser les quelques survivants qui passent par là. L'ambiance est crade et sans concession. Même Max peut s'avérer parfois cruel. Certains survivants vous demanderont de l'aide en échange de ressources, mais libre à vous de leur coller une balle dans la tête pour récupérer l'entièreté de la récompense. C'est pas cool, mais en même temps, c'est la loi du plus fort.
Mad Max, c'est le petit jeu qui paye pas de mine comme ça, mais qui vaut le coup d'être essayé au moins une fois. Si vous êtes fan de l'univers, c'est un incontournable, et pour les autres comme moi, il peut devenir un jeu vraiment agréable à parcourir malgré une formule trop classique. Il parvient à sortir son épingle du jeu, par l'univers, l'ambiance si particulière qu'il dégage, par ses combats en voiture. Avalanche Studio a fourni du très bon travail qui n'a malheureusement pas pu bénéficier de ventes satisfaisantes. Même pas 2 petits millions d'exemplaires ont été vendus. Il faut dire que la stratégie de sortie n'était clairement pas optimale, puisque Mad Max est sorti pile poil le même jour que Metal Gear Solid 5. Aïe, ça fait mal. Mais ceux qui ont été tentés par l'aventure ont souvent un avis similaire. Ce jeu vaut le détour. Et je vous laisse ici, j'ai encore beaucoup de kilomètres à faire pour atteindre ma destination et qui sait, peut-être que moi aussi je trouverai les plaines du silence. C'était Exonar, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao ciao.